Sud Radio dans tous ses états, Alexis Poulain. Le fait du jour. Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. La liberté de penser, c'était Florent Pagny qui la défendait dans une chanson il y a de ça quelques années. Eh bien, on se rend compte que cette liberté de penser, elle est menacée. Un nouveau délit est en train d'être créé par le Parlement, un délit d'outrage en ligne, passible d'1 an de prison, de 3 750 € d'amende, si jamais il vous venait l'idée de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. On est en train de voir un recul phénoménal de la liberté d'expression dans ce qu'on appelait autrefois les démocraties libérales. Pour en parler avec nous, l'avocat Jérémy Assou, avocat spécialisé en droit de la presse. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que veut dire en fait cette nouvelle loi, la loi SRN, c'est la sécurisation, je crois, de l'espace numérique. Pourquoi autant de volonté de censure de la parole publique de la part des pouvoirs publics depuis quelques années ? Officiellement, quand on les écoute, c'est pour protéger les malheureux et les malheureuses qui seraient victimes de hordes sur les réseaux sociaux, et donc que ça créerait une espèce de terreur, une peur, et vraiment ça les mettrait dans une position où il faudrait absolument les défendre. Et malheureusement, d'après ces parlementaires, il n'y a aucune législation existante qui pourrait le faire. C'est totalement faux. Mais moi, je pense que ça vient de beaucoup plus loin. C'est pas récent. Là, c'est récurrent. Depuis la présidence d'Emmanuel Macron, il y a quand même une volonté récurrente, et lorsqu'il n'arrive pas à obtenir gain de cause, comme par exemple avec la loi Avia, qui était une loi extrêmement liberticide et qui a été fort heureusement censurée par le Conseil constitutionnel, ils reviennent par la petite porte, petit à petit, et toujours au nom de grands principes. Mais c'est tout simplement qu'il y a une volonté de contrôler la parole qui peut être publique, mais quelle qu'elle soit, et maintenant il y a même une volonté de contrôler la parole privée. Et c'est ça la grande nouveauté de cette mandature, c'est que c'est pas propre aux députés d'Emmanuel Macron, puisque en 2014 déjà, les députés de François Hollande avaient voté un transfert du délit d'apologie du terrorisme de la loi sur la presse vers le code pénal général, et c'était extrêmement important, et c'était déjà une atteinte très grave à la liberté d'expression. Pourquoi ? Non pas qu'il faille autoriser l'apologie du terrorisme, mais tout simplement c'est que la liberté d'expression est une liberté extrêmement précieuse et sacrée, et par définition elle est pleine de nuances. Et il faut pouvoir comprendre toutes les subtilités et toutes les nuances, puisqu'il faut qu'elle soit la plus grande possible, bien évidemment, tout en préservant les droits des personnes qui pourraient se sentir victimes de cette liberté. Raison pour laquelle, depuis 1881, donc c'est quand même pas d'hier, il y a une loi, la loi sur la presse, qui régit la liberté d'expression, et qui est très libérale au sens noble du terme, pas économique bien sûr, et qui a mis en place un certain nombre de garanties au profit des uns et des autres, notamment de la presse. Et le législateur a lui aussi continué depuis à peu près 90 ans. Il n'a eu de cesse d'encadrer, mais surtout de veiller à ce que cette liberté soit garantie. Et donc, il a même veillé à ce que ce soit des juges spécialisés, puisqu'on est en matière pénale, et donc que ce soit des juges qui maîtrisent parfaitement toutes les nuances et les subtilités de la loi, qui est très technique, mais également de la jurisprudence, qui est vraiment une jurisprudence qui est plus que centenaire. Et on s'aperçoit que faute pour les pouvoirs publics et les pouvoirs politiques de pouvoir contrôler ces juges, qu'ils considèrent beaucoup trop tolérants, ils sortent de la loi de 1880, donc d'une loi spéciale, tous les textes et toutes les dispositions qui les dérangent pour les mettre dans la loi, le code pénal général, enfin le code pénal, qui
permet, dans ces cas-là, que n'importe quel juge puisse se prononcer sur ces éventuelles infractions. Alors, vous voyez, j'ai fait exprès de parler de la loi du 13 novembre 2014 relative à l'apologie du terrorisme, puisque à l'époque, les grands défenseurs de cette loi et de la liberté, enfin, qui se disaient également défenseurs de la liberté, disaient, mais vous inquiétez pas, c'est pour contrôler Daesh, c'est pour éviter que, justement, il y ait un embrigadement, qu'il y ait un endoctrinement via Internet, et donc il faut pouvoir sanctionner, frapper vite et fort. Et les défenseurs, quelques avocats, quelques associations de défense de la liberté d'expression, quelques associations de journalistes avaient quand même dit mais il y a de possibles excès et ça peut atteindre la liberté d'expression des politiques. On est bien évidemment que non. Les magistrats, notamment les procureurs, feront bien évidemment la différence. Et ben, vous voyez, moins de 10 ans plus tard, on a démontré malheureusement que c'était faux. Vous avez un militant, donc cégétiste, donc un syndicaliste, donc une personne qui a le droit, et qui a une liberté plus importante, c'est la liberté syndicale. Peu importe que nous soyons pour ou contre la CGT, c'était absolument pas le sujet. Qui, lui, s'est prononcé sur la situation et les événements du 7 octobre en Israël, alors qu'on parle quand même d'un État étranger. Et le fait qu'il n'ait pas condamné immédiatement en disant que c'était des actes terroristes et qu'il fallait les condamner sans aucune nuance, alors que lui-même en a mis une en disant est-ce que ce n'est pas la réaction en réaction à l'occupation illégale de l'État israélien dans certaines parties de la Palestine, ou est-ce que ce n'est pas la réaction à une politique israélienne d'extrême droite depuis 20 ans? Peu importe, on approuve ou on désapprouve la politique israélienne, mais on a le droit d'en parler. Le simple fait qu'il puisse être plein de nuances a conduit à ce qu'il soit interpellé à 6h du matin par les forces de police, puis jugé, simplement et qu'il y a un procureur qui a requis de la prison à son encontre pour des propos qui, s'il n'y avait pas eu cette loi, n'aurait absolument pas fait l'objet de poursuite, et quand bien même ça aurait fait l'objet de poursuite, n'aurait jamais pu être condamné. Mais demain, ça va être la même chose, puisque tout le monde nous parle du risque si jamais le Front National, enfin le Rassemblement National vient au pouvoir, si jamais ça serait vraiment, ça risquerait de porter atteinte à nos libertés. Alors déjà, je rassure, c'est que de mémoire, mais vos auditeurs me corrigeront, le Rassemblement National, enfin les députés, ont toujours systématiquement voté toutes les lois les plus liberticides qui soient en matière de liberté d'expression. On ne peut pas dire qu'ils sont des protecteurs de cette dernière. Mais la deuxième chose, c'est que là, on pourra en effet considérer, et vous trouverez toujours des magistrats, notamment au parquet, pour montrer qu'ils sont extrêmement soucieux du respect de la législation, et qui pourront poursuivre des personnes, des individus, parce qu'ils ont tenu des propos qui étaient sur cette loi, justement, qualifiés d'apologie terroriste, ou justement, et c'est là où j'en viens sur la loi, parce que là, on a franchi une étape supplémentaire avec la loi qui a été votée. Voilà, sur le fait que les paroles sont prononcées en privé. Là, on rentre dans... Non, mais ça c'est le summum, mais c'est pire que ça. Parce que comment on peut s'en sortir là, vous ne pouvez pas. Là, on est dans un régime totalitaire. Il y a plus de sphère privée. C'est la définition d'un régime totalitaire, c'est l'absence de la sphère privée. Et surtout, c'est la sanction de tout propos ou bientôt pensée, parce qu'il faudra... On parle de pensée, là, voilà. oui. Il faudra justifier que vous ne pensez pas comme on peut penser que vous le faites via la manifestation de paroles qui sont le contraire de ce que vous pensez. Mais là, c'est un stade qui est beaucoup plus dangereux, pour que les gens comprennent que ça les concerne tous et que ça ne concerne pas quelques avocats ou quelques polémistes, etc. C'est que c'est dans des propos privés. Donc imaginez un déjeuner avec votre belle-sœur qui vous déteste, et il peut y avoir une certaine réciproque. Un vous enregistre. Non, mais après, on peut vous dénoncer. Bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que, imaginez un collègue, vous êtes à la cantine et vous tenez des propos où vous critiquez même pas un de vos chefs, une salariée ou même une personne qui travaille dans l'entreprise ou qui travaille avec l'entreprise, vous êtes sanctionné. Alors qu'avant, la loi sur la presse, c'était la diffamation, était beaucoup plus restrictive. Il fallait que ça soit atteinte à son honneur ou à sa considération. Là,
on parle de propos qui présentent un caractère injurieux. Alors déjà, l'injure, ça fait plus de 150 ans qu'elle est condamnée, donc je ne vois pas pourquoi il le rappelle, mais dégradant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que c'est à géométrie variable. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont considérer que si vous les critiquez ou si vous faites même une critique constructive, c'est absolument pas dégradant, et d'autres, ça l'est. Humiliant. Alors l'humiliation, c'est pareil. Qui est juge de l'humiliation ? Est-ce que c'est pas une loi sur mesure? Parce que, par exemple, on entend ces jours-ci cette rumeur folle sur Brigitte Macron qui serait transsexuelle, etc. Est-ce que ça rentre pas là-dedans, par exemple? Si par exemple, mais alors oui, mais alors ce serait très difficile pour cette dernière de se défendre, parce que si on considère que le fait d'être qualifié de transgenre c'est dégradant ou humiliant, vous allez avoir toutes les associations de transgenres qui vont dire alors dans ces cas-là vous faites vous êtes transphobe, c'est-à-dire c'est sans fin. C'est sans fin. C'est bien ça en fait. En réalité, on voit bien que c'est une loi qui permet de sanctionner toute personne qu'on ne peut pas sanctionner autrement. Et donc c'est bel et bien un contrôle politique d'un très grand nombre d'individus. Ils n'ont commis aucun délit. Vous allez fouiller dans leur WhatsApp, vous les mettez dans les groupes WhatsApp, ou vous allez fouiller leur page Facebook, etc. Vous allez trouver une infraction ou considérer et après vous les placerez devant les juges. Cette loi, alors la loi avait été retoquée quasiment intégralement par le Conseil constitutionnel. Est-ce que cette loi peut passer par le tamis du Conseil constitutionnel, ou est-ce que c'est encore du temps de perdu pour qu'à la fin, certains garants de la liberté et des valeurs des démocraties libérales disent on va arrêter le délire, c'est n'importe quoi. Est-ce que ça va aller à la poubelle, ou est-ce que ça peut passer? Je sais pas, je suis pas membre du Conseil constitutionnel, j'espère que ça va être censuré, mais petit à petit, comme disait la publicité, on devient moins petit, et on voit quand même que de plus en plus de dispositions liberticides sont validées par le Conseil constitutionnel. Et donc il y a eu le pass vaccinal. Il y a le pass vaccinal, mais même pas ça. Vous êtes contre ou pour le pass vaccinal, libre à vous de pas vous vacciner. Alors vous êtes exclu socialement de tout, puisque vous n'avez pas le droit d'aller au cinéma, vous n'avez pas le droit d'aller au théâtre, etc., etc. Mais peu importe. Mais maintenant, celui qui exprime son désaccord, là, je vous trouve 1001 médecins plus ou moins affiliés à des laboratoires pharmaceutiques, mais même des idiots utiles, je vous en trouverai quand même un ou deux, qui vont considérer que le fait de critiquer les gens qui se vaccinent est constitutif de quelque chose qui pourrait relever de l'humiliation ou de l'offense ou de l'hostilité. Et donc ça signifie bien que là on est vous n'aurez plus de débat. C'est exactement la même chose que lorsque notre ministre, pour qui j'ai une immense estime de la justice, qui est toujours d'ailleurs l'un des plus grands avocats qu'on ait pu avoir, est considéré que le simple fait de présenter les événements du 5 octobre comme une légitime résistance à l'État d'Israël était constitutif d'une infraction, et notamment d'apologie du terrorisme, est extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Parce que n'importe quel professeur d'histoire, n'importe quelle personne qui veut débattre sur l'histoire, ne serait-ce que du terrorisme, et qui pose juste cette question, est-ce que c'est de la résistance ou du terrorisme, et qui liste les différences ou les points communs, pourrait tomber sous le coup de sa circulaire. Cette loi, en fait, elle est en train de tuer la pensée critique. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Covid ? On a l'impression que on a vu la censure des réseaux sociaux, les mesures liberticides, le contrôle de la parole, tout ça s'est mis en place à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu une accélération finalement de ça, en disant finalement c'est pas plus mal, on peut faire taire les oppositions, aller plus loin. Mais si vous parlez du Covid, moi, j'ai été extrêmement choqué, mais je suis pas le seul, bien sûr, par toutes les mesures qui nous ont privés de notre liberté en quelques semaines, puisque c'était tout. Il y avait une annonce tous les 15 jours, voire 3 semaines, pour nous restreindre totalement notre liberté. C'était la liberté d'aller et venir, c'était la liberté de réunion, c'était la liberté de manifestation, etc. Toujours, bien évidemment, au nom du bien, mais c'est toujours au nom du bien. Sous Staline, on prenait des mesures extrêmement liberticides, toujours au nom du bien et au nom de la préservation des acquis de la Révolution. Mais
moi, ce que je vois depuis 2020, le grand changement, c'est que et les mesures liberticides faites au nom du bien et de la protection de tous ont été calquées, ont été faites comme si notre modèle c'était la Chine. Et c'est-à-dire qu'on a mimé les Chinois. Alors, on n'est pas allé aussi loin que ces derniers, mais de très grands, il y a énormément de points communs avec les dispositions que prenaient les autorités chinoises. Et on voit bien que c'est dans une espèce de continuité. C'est toujours au nom du bien, au nom des plus faibles, on va interdire toute critique. Et pire, c'est que tous ceux qui ne partagent pas cette analyse sont décriés, dénoncés, mis à l'index. Et je parle par exemple de la Suède ou de la Norvège. Aujourd'hui, on le voit, qui ont été beaucoup plus mesurés. À l'époque, on les prenait pour vraiment des irresponsables et des gens extrêmement dangereux, et on les dénonçait, alors que finalement, mieux valait être suédois ou norvégien que français en mars 2020. On va revenir sur ce modèle de crédit social à la chinoise qui s'impose à nos démocraties occidentales. Dans un instant avec vous, Jérémy Lassou, on se retrouve tout de suite après ça. Et puis vous aurez la parole aussi au 0826 300 300 pour intervenir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud.